merci de votre présence. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Winter. Je suis directrice dans la division de gouvernance de politique d'engagement à IRCC dans la direction générale des services francophones et des services d'établissement. Je vous ai rencontré virtuellement lors de notre consultation au mois de mai cette année. Je suis heureuse de vous voir en personne pour que nous puissions avoir des échanges en personne dans une grande salle. J'ai bien hâte à la prochaine séance. Je conviens que cette séance se tient en fin de journée. La journée a été longue. N'hésitez pas à vous lever pour vous étirer les jambes. Même pour nos collègues qui participent à distance, n'hésitez pas à vous lever pour vous dégourdir. J'aimerais aussi remercier ma collègue Margot qui m'a prêté main forte. À notre session et discussion aujourd'hui. Ça se peut que ce soit la première fois où IRCC rassemble les partenaires locaux en matière d'immigration, les réseaux en immigration francophone et les partenaires communautés francophones accueillantes ensemble pour une discussion ciblée aux communautés. Vous allez voir les opportunités de partager ce que vous observez dans vos communautés et aussi de partager vos expériences en mobilisant les partenaires dans vos communautés. À mesure que les réseaux s'étendaient à travers le pays, on sait qu'il y a un désir croissant d'engager IRCC à un dialogue plus profond au sujet des communautés. Avec la création du secrétariat national des PLI en 2020, IRCC a créé les PZI qui n'existaient pas avant, avec l'opportunité d'échanger avec Doug et Paulina dans vos réseaux. Je n'ai même pas vu Doug et Paulina aujourd'hui. Je vous prie de lever la main ou de vous faire signe de vie. Je suis heureuse de vous voir. Je consulte régulièrement Doug et Paulina en tant que directrice responsable des politiques qui touchent les PLI. J'ai des bonnes conversations avec mes collègues Doug et Paulina sur les expériences que vous avez en tant que PLI et PZI sur le plan local, ce qui est différent des prestataires de services directs. Cette année, nous avons tenu une consultation avec le réseau des PLI, des PZI pour connaître vos expériences sur les bons coups dans l'engagement communautaire et une conversation sur certaines lacunes. Être ensemble pour ce tout premier événement en personne, d'autant plus que nous avons également nos collègues francophones avec nous pour partager leur expérience aussi. Cette réunion, cette discussion aujourd'hui est importante. On a envie de continuer à favoriser la collaboration et l'engagement avec vous et entre nous. So I ask for your patience because Je vous prie d'être indulgent. C'est la première fois que nous organisons une activité de la sorte dans un forum. Vos commentaires, vos suggestions seront d'une aide précieuse dans l'espoir d'organiser un événement de la sorte dans l'avenir. Cette réunion vient après le lancement d'appels de propositions pour les programmes d'établissement. J'espère que vous avez eu l'opportunité de voir les nouvelles lignes directrices de financement. Je vous encourage à participer aux différents webinaires d'information tenus par l'organisation et poser vos questions par la fonction de questions et réponses. Bien que vous êtes en train de réfléchir à cet appel, aujourd'hui, nous voulons penser au dialogue pour aborder les aspects fondamentaux qui vont façonner nos initiatives actuelles et futures, la collaboration et notre trajectoire générale sur le plan local. vos points de vue, vos idées et vos aspirations.
Vos expériences sur le terrain sont inestimables pour nous aider à mieux comprendre les besoins et les défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants et les communautés. Nous souhaitons également célébrer le succès et les réalisations de partenariats locaux en matière d'immigration, le réseau en immigration francophone et les partenaires communautés francophones accueillantes. Bon nombre de vos organisations ont mis en œuvre des initiatives remarquables qui ont eu un impact profond sur la vie des nouveaux arrivants. Le partage de ces expériences est important pour s'entraider et se soutenir mutuellement dans nos efforts communautaires. La réunion d'aujourd'hui est une autre étape dans le renforcement de nos échanges d'idées. Vos contributions sont très importantes pour créer des communautés accueillantes où les nouveaux arrivants peuvent participer à l'épanouissement du pays. Nous allons commencer avec une table ronde avec 6 représentants des PLI, des PZI et des RIF, ainsi que des communautés francophones accueillantes. Après la première heure, nous allons nous répartir en petits groupes pour parler de certains sujets en profondeur. Sans plus tarder, je vais présenter nos membres de la table ronde. Je vous remercie d'avance de votre participation. Tout d'abord, Méditawan, Olivier Guédé. Puis au réseau en immigration francophone, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Enoch Touzin, coordonnateur à l'appui aux communautés francophones accueillantes, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Michelle Suchou. Pensez un train. Suchou, vice-présidente des partenariats stratégiques du partenariat local Windsor-Essex, Steve Reynolds, directeur général du partenariat local La Vallée-Pembina, Ariane Sabi, gestionnaire de projet au Bureau de la diversité et de l'inclusion du partenariat d'immigration de Halifax et Florentine Barrage, gestionnaire de planification d'immigration de Victoria. Nous nous sommes réunis en groupe il y a quelques semaines pour parler du plan pour la journée aujourd'hui. Nous avons un peu moins d'une heure pour notre discussion. Nous espérons que cette discussion vous donnera de la matière à réflexion pour les discussions en groupe plus tard. Je vais vous présenter l'ordre de présentation des panélistes. Comme les panélistes le savent, chaque personne a 4 minutes pour prendre la parole ou 3 minutes 52 secondes pour répondre aux questions. Commençons sans plus tarder. Selon votre expérience, pouvez-vous parler des défis à long terme qui ont touché la résilience des communautés et la réception des nouveaux arrivants? Quelles nouvelles pressions vont exacerber ces défis de longue date dans le contexte de niveau d'immigration sans précédent? De long terme qui ont une répercussion sur la résilience de votre communauté ainsi que la capacité de réception de nouveaux arrivants. Selon vous, quelles pressions nouvelles ou émergentes ont eu pour l'effet d'augmenter ces défis dans le contexte des niveaux d'immigration sans précédent? Donc, on va commencer avec Méditawan, Enoch, après ça, Ariane et Steve. Merci beaucoup. Mon nom est Méditawan Olivier. Par rapport à votre réponse, je vois les défis sous 2 angles. On a d'abord, dans un premier temps, les défis externes et ensuite les défis internes au RIF. Pour ce qui concerne les défis externes, nous avions, pour ce qui concerne l'immigration francophone et la cible qui constitue un problème, la cible de 4,4% est définie en 2003, est atteinte 20 ans plus tard. C'est une préoccupation sérieuse qui nous préoccupe au niveau de la FCFA. Une nouvelle cible a été définie et fixe un peu, disons, le pourcentage d'immigrants francophones à accueillir au pays à 6%, entre 6 à 8%.
pour les 3 années à venir. Donc ça constitue une préoccupation sérieuse au niveau de la FCFA et il faut qu'on y réfléchisse pour voir un peu comment remédier un peu par rapport à cette situation et relever ce défi-là. En termes au plan interne, pour ce qui concerne les RIF, on a également le défi de collaboration. On en a discuté toute la journée aujourd'hui. La collaboration entre RIF et les PLI, c'est une préoccupation. Il y a des initiatives qui sont à l'œuvre dans nos différentes communautés qui permettent de booster cette collaboration et aller de l'avant. Nous apprécions beaucoup l'ouverture des PLI pour que cette collaboration connaisse, disons, un aboutissement heureux, soit une réalité dans les différentes communautés. En termes de défis également, pour ce qui concerne les RIF, on a les défis de financement. La question a été agitée aujourd'hui en termes de défis. Il y a beaucoup de RIF qui manquent de financement et qui manquent de ressources. On a évoqué aujourd'hui la question des salaires, de santé mentale, etc. Voilà autant de défis qui se posent à nous au niveau des RIF et par rapport auxquels il va falloir s'occuper pour les prochaines années à venir. Voilà un peu, madame, ce que je voulais donner comme réponse par rapport à votre première question. Pour ma part, beaucoup des éléments ont été soulevés par mon collègue Médétonoine, alors je ne vais pas les répéter. Par contre, je voulais juste insister par rapport aux conséquences de la faiblesse des salaires, c'est le roulement du personnel. On en a beaucoup parlé pendant la conférence les 3 derniers jours. Donc, juste, ça va avec le manque de financement, bien sûr. Un défi additionnel dont on a parlé, c'est en effet le défi du référencement en termes de services d'établissement de l'anglophonie vers la francophonie. En général, je pense que c'est dû plus à un manque de compréhension de la spécificité francophone. Donc, au niveau culturel, la francophonie n'existe pas comme un tout qui est de côte à côte. Souvent, l'anglophonie perçoit la francophonie comme étant un enjeu québécois et je pense qu'on est victime de ça, surtout que notre pourcentage de la population continue à baisser vu le manque à gagner de notre population, les ravages de l'assimilation sur les 150 dernières années. Et donc, on a toute une histoire de lutte en francophonie pour assurer notre existence. Et cette existence continue d'être menacée par des défis minimes, des défis qui nous minimisent en tant que communauté francophone au sein d'un grand Canada. Lié à ça, je parlerai de la discordance entre les messages internationaux que le Canada véhicule sur un pays bilingue où il fait bon vivre et la réalité terrain où, si tu habites à Sudbury ou à Prince George ou à Calgary, c'est clair que tu vas avoir besoin d'apprendre l'anglais subito presto et puis que pour bien fonctionner, c'est une nécessité qui n'enlève absolument rien au bien fondé de la démarche d'une communauté francophone qui veut rallier ces personnes francophones qui arrivent et qui, eux aussi, ont un défi de compréhension de la communauté francophone. Parler à une personne qui arrive de l'Afrique coloniale francophone, qui a été opprimée par cette langue française et essayer de faire un grand kumbaya ensemble pour aller sauver Montfort, c'est un défi de taille. On n'est pas rendu tout à fait avec les bons outils pour le faire, mais la conversation est engagée et il y a un potentiel de réussir, mais seulement si on a l'appui de l'anglophonie pour valider le bien fondé de notre démarche culturelle. Je dirais aussi qu'on a un petit volume dans les communautés. Il y a beaucoup de petites communautés en milieu rural, en région éloignée, qui reçoivent très peu de nouveaux arrivants. C'est difficile de construire un réseau d'institutions pour les accueillir et desservir et offrir des services en établissement en français dans ce contexte-là. Et merci pour la minute. Et puis, pour conclure, je dirais qu'on a un problème aussi de complétude institutionnelle. Il y a des trous dans le parcours en immigration francophone qu'on essaie de combler
et on est obligé de faire appel à des services en anglais à l'occasion. Puis c'est tous des moments où notre boyau d'arrosage peut être poreux et on perd un volume de liquide. Je parle bien sûr des nouveaux arrivants francophones qui quittent le réseau francophone et potentiellement ne reviennent plus. Je vais m'arrêter là avec une dernière chose pour dire que dans les défis émergents, dans les pressions nouvelles et émergentes, pour la deuxième partie de ta question, je voudrais juste mentionner que tout le monde veut une communauté francophone accueillante dans sa communauté. C'est extrêmement populaire. Le Sénat en a parlé, le Parlement en parle. Il y a une nouvelle politique en immigration francophone, mais on est encore en train de donner à compte-gouttes des nouvelles communautés francophones. Alors, il y a un besoin criant de répondre aux besoins de logement et de transport pour réaliser ce genre d'initiative avec succès. Merci. Ariane, go ahead. So for us, Pour le PLI à Halifax, le sentiment d'appartenance est un des grands défis que nous constatons. Avec les nouveaux arrivants à Halifax, notamment des réfugiés et des demandeurs d'asile, nous voyons des défis avec l'accueil des jeunes dans les communautés établies. Nous voyons aussi un besoin pour des services en santé mentale. Certaines personnes se sentent isolées à cause des longues listes d'attente pour avoir accès à des cours d'anglais. Sans ces services, il est impossible d'obtenir un emploi avec un revenu stable. Nous voyons de plus en plus le rôle des interprètes puisque les services en langue sont rares, surtout pour les familles avec des langues notaires. Et on ne veut pas avoir recours à des interprètes dans la communauté à cause des enjeux de confidentialité. Souvent, les jeunes, les enfants doivent assumer le rôle d'interprétation. Il peut s'agir de conversations lors de rendez-vous médicaux ou des rencontres entre parents et enseignants. Ces situations peuvent mener à des traumatisations et l'intimidation à l'école et peut amener les jeunes à se sentir vulnérables. Nous apprenons aussi que les familles se sentent mal à l'aise à demander de l'aide pour surmonter ces difficultés. J'aimerais parler de la coalition des familles accueillantes de Dauphin. Dauphin est une communauté d'à peu près 8 000 âmes à plusieurs milliers de kilomètres au nord de Winnipeg. Parmi les pressions émergentes que nous voyons dans notre travail, elles sont partagées avec d'autres enjeux, de plus en plus de postes vacants dans une économie grandissante, le besoin de logements abordables, le besoin de services de transport. Les collectivités comme Dauphin n'ont pas d'infrastructures de transport en commun, de services de garde et d'autres services d'éducation. La population de Dauphin est restée stable au cours des 3 dernières décennies, mais la démographie a beaucoup évolué. Depuis le recensement de 2001 au recensement de 2021, la population immigrante a près de doublé, passant de 4 à 7 de la population. Cette proportion a augmenté au cours des dernières années et la population autochtone dans la ville de Dauphin est passée de 11 à 27 Bon nombre d'élus locaux et de dirigeants sont des personnes blanches allochtones qui ne sont pas issues de l'immigration et qui ne sont pas au fait des transformations démographiques dans les collectivités qu'elles dirigent. Les partenariats en immigration ont été en bonne position pour relater l'histoire de la communauté aux différentes personnes de la communauté qui ne réalisent pas à quel point la démographie a évolué, bien que ces personnes partagent une petite collectivité. Cependant, il y a une belle initiative, une belle poussée pour que la municipalité se penche sur les enjeux de transport en commun. Il s'agit d'un effort collectif avec la Fédération des Métis du Manitoba et le partenariat en immigration locale et d'autres services publics.
Ainsi, nous jetons en lumière les besoins partagés entre les communautés autochtones et les groupes de nouveaux arrivants. Ainsi, il a été possible de plaider pour ces enjeux. Merci beaucoup. Avec la discussion aujourd'hui, je me demande si vous avez des réflexions parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre en avance, mais c'est juste, je vous donne un petit peu de temps juste pour réfléchir si vous avez d'autres choses que vous aimeriez ajouter. Oui, moi, si je dois faire un petit complément en plus de tout ce qui a été dit, et comme un autre défi, j'allais aborder un peu la question de l'intégration et de la rétention. L'initiative communauté francophone accueillante, c'est sa raison d'être, ça devrait permettre l'intégration et la rétention des personnes immigrantes, mais on a encore des défis de reconnaissance des diplômes qui continuent toujours pas être difficiles, surtout pour ce qui concerne les francophones. On a des défis de logement. Et il y a des enquêtes même qu'on nous a présentées ici. On a constaté aussi des accusations par rapport aux personnes immigrantes. C'est eux qui viennent nous prendre nos maisons, nos emplois, nos jobs, etc. Un travail sérieux devrait être fait par rapport à cet aspect-là pour qu'on sorte un peu de la tête des gens cette façon de penser. Et aussi, on a également des défis de services essentiels, surtout sur le plan de l'éducation. La personne immigrante, quand elle vient, le bon endroit pour lui, l'endroit qui va lui permettre d'éduquer comme cela se doit ses enfants dans la langue de son choix, constitue quand même un élément de rétention par rapport auquel il faut travailler pour que la personne immigrante se sente vraiment comblée, se sente vraiment accessible à tout ce qu'il y a comme service dans nos différentes communautés. Donc voilà un peu le petit complément que je voudrais ajouter en termes de défis. Merci beaucoup. Thank you. So we'll go to our Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. aux immigrants sans précédent. La distinction entre les communautés amicales et accueillantes est devenue plus importante que jamais. Pourriez-vous parler des mesures entreprises par vos organisations pour effectuer cette transition d'une communauté amicale vers celle vraiment accueillante? Qu'en est-il de la capacité d'absorption communautaire dans ce contexte et comment on peut utiliser et renforcer la fondation accueillante, par exemple, éléments physiques, sociaux et organisationnels et les ressources communautaires qui existent déjà dans les communautés? Auriez-vous des approches novatrices et pratiques exemplaires à partager? So just the question in English, in the context of unprecedented La même question est posée en anglais. between a friendly community and a welcoming one has become critical, more critical than ever. Can you speak to the measures in your organizations and your communities have taken to transition communities from being friendly to genuinely welcoming? What role does absorptive capacity play in this context, and how can the existing physical, social, and organizational elements and resources within a community or welcoming infrastructure be leveraged and enhanced in communities? Are there any innovative solutions or practices you'd like to highlight? So we'll start with Florentine, then we'll go to Steve, Ariane. Nous allons commencer par Florentine, ensuite Steve, Ariane et finalement une. Merci beaucoup pour cette question. Je trouve que c'est une question à propos. Le partenariat en migration du Grand Victoria avait mené un sondage. On nous a répondu que la communauté était amicale, mais pas très accueillante, en parlant de masque blanc, de politesse superficielle qui n'aide pas à créer des liens en profondeur avec la communauté. Quand nous sommes penchés sur la capacité d'absorption de la grande région de Victoria, nous savons que les défis sont grands. Nous en avons beaucoup parlé au cours des derniers jours. Le logement est un enjeu très complexe partout en Colombie-Britannique. Mais j'aimerais être franche. J'essaie de résister à la rhétorique autour du logement. Soit nous ferons quelque chose pour les nouveaux arrivants, pour les personnes sans logis ou pour la population autochtone. J'ai l'impression que ces inquiétudes font en sorte que les groupes de personnes vulnérables
sont en lutte les uns contre les autres. Donc, il faut expliquer les enjeux de certains groupes vulnérables, mais que les solutions pour un groupe peuvent être bénéfiques pour d'autres groupes. J'aimerais vous parler des mesures que nous avons prises. Nous voulons faire en sorte que les personnes qui vivent ces effets puissent être entendues. Nous avons une table d'équité, nous avons une campagne médiatique antiraciste et nous avons aussi des principes antiracistes dans l'ensemble de nos domaines prioritaires. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons inviter des gens à notre table et nous devons nous présenter à d'autres tables dans la communauté. Ainsi, nous allons pouvoir parler à ces organisations et ces établissements qui ne sont pas impliqués dans notre travail. Je vous donne un exemple. Tout récemment, dans le secteur de la santé, nous nous sommes présentés pendant 2 ans en demandant à maintes reprises de faire en sorte que notre agence de santé soit à notre table. Mais depuis leur présence à notre table, nous avons pu progresser. Nous avons découvert que pour ce qui est du travail d'accueil, du travail antiraciste dans les soins de la santé, souvent, l'organisme de santé est si grand qu'il n'y avait pas de connaissance d'un service à l'autre. Ainsi, le secteur de la santé a pu élaborer de bons outils pour aider avec l'interprétation, avec l'aide d'outils numériques, mais ils n'entendent pas les autres services que ces outils sont sous-utilisés. Nous pouvons être la courroie de transmission entre l'organisme de santé et les différents services. Nous avons aussi un événement qui a été fondé sur différentes études de cas. Nous avons pris le temps de nous pencher sur des études de cas que nous avons entendues de nos clients et que nous avons entendu de nos intervenants en services d'établissement qui travaillent dans les hôpitaux. Ainsi, tout le monde est informé sur les difficultés des nouveaux arrivants, ce qui a résulté dans un rapport. Ensuite, un étudiant s'intéressait beaucoup à ces questions. Il n'avait jamais entendu des choses de la sorte. Ainsi, l'étudiant a mené un projet pilote au Collège Commonson avec les outils que nous avons créés et les études de cas pour les essayer avec les étudiants et étudiantes en soins infirmiers pour que ces étudiants puissent acquérir cette information durant la première année de formation. Nous avons des outils, nous avons des pourparlers et nous expliquons comment nous pouvons changer la donne dans les formations pour des personnes qui interviennent, notamment les infirmières. C'est une question très pertinente. Nous en entendons beaucoup à travers nos services d'établissement. Une chose qui a toujours dit, c'est que les gens sont très amicaux, mais pendant 10 minutes. Et je pense que ça réunit beaucoup la culture canadienne sur l'amabilité, que c'est très bref et sans profondeur, et c'est quelque chose que nous entendons assez souvent de la part des nouveaux arrivants. La communauté était très amicale et très accueillante. Quand je suis arrivé, je ne peux pas créer, je sais à quel point ils étaient gentils et aidants, mais 6 mois après, 12 mois après, 18 mois après, je me sens très isolé. Je suis très isolé, je n'ai pas de relation profonde, même si les gens ont été très gentils. Donc, je pense que j'ai entendu sur beaucoup d'activités excellentes et des idées de programmes ici à la conférence pour relier les gens ensemble, les membres de la communauté et créer des ponts. Et je veux simplement souligner la grande valeur de ces opportunités pour développer des relations et de vraiment avoir un sens d'appartenance et de développer des relations importantes. C'est une bonne partie de l'établissement et de l'appartenance. Et c'est pas juste, il ne faut pas mettre ces activités comme à côté. Et le fait d'accueillir aussi, ça voulait dire d'accueillir une capacité d'accueil d'établissement, par exemple les différents services. Et c'est l'amalgamation des accords de contribution et ceux qui s'en occupent et les services dans les communautés différentes. Nous avons des bureaux dans 4 communautés maintenant qui sont petits, un peu éparpillés. Certains des programmes typiques de duplication et de perte des gens à travers
les références. Alors, pour gérer ce genre de défi, c'est difficile. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est de mélanger tous ensemble dans un programme. Il y a plusieurs programmes et tous à la même place. Je peux envoyer les gens à l'autre côté du couloir plutôt que de l'autre côté de la ville. Et il y a la redondance administrative d'avoir des clients qui rentrent, c'était très apparent. En 2016, nous avons incorporé comme un organisme à but non lucratif et on a déménagé les programmes de la Chambre de commerce, là où il était, vers une organisation sans but lucratif pour servir les nouveaux arrivants. Donc, on a augmenté la capacité d'établissement de l'OTAN à Dawson. Depuis 7 ans, c'est la posture des communautés avec un seul travailleur sur l'établissement. Depuis le 1er avril 2020, ils sont arrivés avec des liens régionaux. Nous travaillons avec le Bureau sur le futur des communautés, puis il y a beaucoup d'intérêt des deux côtés. Et le Bureau de Dawson a vraiment des gens qui travaillent sur les travailleurs d'été dans les écoles, le travail pour la jeunesse et pour le partenariat de migration avec des gérants de programmes et de personnel. Et nous pouvons donner l'appui et que pour des communautés qui ne les auraient pas de toute façon, c'était aussi du progrès positif. Pour moi, comme immigrante moi-même, une communauté accueillante qui prend vraiment les autres à cœur, c'est simplement pas. Notre pays essaie de créer des opportunités pour les liens entre nos groupes de travail. On veut donner exposition des nouveaux arrivants au début de leur vie à Halifax, à la culture Mi'kmaq. On crée des espaces avec des gens qui sont ceux qui tiennent le savoir et aussi d'apprendre sur la nourriture traditionnelle et faire visiter les réserves pour avoir des contacts avec la nature et aussi de voir qu'est-ce qui pousse dans le secteur et d'essayer d'apprendre aux nouveaux arrivants qu'est-ce qui peut être planté comme nourriture pour qu'ils puissent avancer à la sécurité alimentaire. Donc, il va y avoir un exercice pour tous les nouveaux arrivants pour qu'ils connaissent un peu de l'histoire sur les terres Mi'kmaq. Et aussi, nous sommes en train de créer des sessions en ligne sur les différents éléments d'éducation. Donc, ceux qui étaient en Halifax rural peuvent se sentir inclus s'ils ne peuvent pas venir aux événements en personne. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Nous espérons que ces interactions vont permettre à nous arrivants d'identifier les caractéristiques de la communauté et de se sentir mieux, avoir un meilleur sens d'appartenance. Une pratique que je vais donner, ce n'est pas la FCFA qui les a mis en place, c'est les communautés francophones accueillantes comme telles. Moi, j'ai un des emplois fantastiques où je peux apprendre de ce qui se fait et puis témoigner de ce que les autres font sur le terrain. Devenir accueillant, ça s'apprend, mais ça repose sur l'évolution conceptuelle et puis des valeurs. Steve mentionnait des communautés très homogènes. Je pense qu'on a un enjeu semblable en francophonie, un peu partout au Canada, des communautés vieillissantes et homogènes qui apprennent doucement à faire avec la diversité qui vient s'installer. La bienveillance, c'est très bien, mais c'est très passif comme approche. Et puis c'est ça qui mène à cette notion de amical versus accueillante. Et pour devenir accueillant, ça veut dire qu'il faut viser du concret. Ça veut dire qu'on fait des choses comme des paniers d'accueil, des jardins communautaires. Ça, on trouve ça à Hawkesbury, par exemple. Des ateliers, des formations, presque toutes les communautés francophones accueillantes en font. Ça peut être des choses comme l'hiver au Canada, l'employabilité, l'entrepreneuriat, des universités populaires où on met en œuvre les savoirs des nouveaux arrivants pour les autres nouveaux arrivants aussi, des journées d'accueil très populaires. Mais pour dépasser le réseautage et créer des amitiés, il faut miser sur les affinités.
le bénévolat, la participation à la société, des comités, des cours, des conseils d'administration, participer à de l'action politique, le travail, les sports, les arts, des activités culturelles, sont tous de bons moyens de rencontrer des gens qui ont des intérêts semblables aux nôtres et à tisser des vrais liens, et ça peut se rapprocher à de l'amitié. Quelques autres exemples de bonnes pratiques. À Hamilton, il y a eu un projet qui s'appelle Élan F, qui est un projet en employabilité et un projet en entrepreneuriat où on forme des nouveaux arrivants francophones au climat des affaires au Canada. Il y a du réseautage pour rencontrer des gens qui sont déjà en affaires et des mentors. Au territoire du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, il y avait une activité qui s'appelle le Forum panterritorial, qui est une activité économique aussi, qui rassemble des chercheurs d'emploi et des employeurs pour former les deux groupes sur les réalités les uns des autres et puis qu'est-ce que les employeurs peuvent faire pour rendre les travailleurs mieux desservis et mieux intégrés. Par exemple, ça peut être avec des mesures pour l'habitation ou toutes sortes d'autres mesures aussi. À Sudbury, une activité qui s'appelle Par ici le talent, où on a mis en valeur les jeunes avec une activité style Who's Got Talent, mais pour les jeunes en immigration. Et la communauté au complet s'est rassemblée autour de ça. Puis c'était un partenariat entre le projet d'immigration francophone, communauté francophone accueillante, et puis le théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury. Donc, encore une fois, des partenariats qu'on maximise pour l'impact communautaire. À Calgary, une maison des jeunes, une marche gourmande au Nunavut pour découvrir des aliments comestibles en nature, des collaborations sur des stratégies de logement à Edmundston avec le projet Communauté francophone accueillante, et j'en passe. Merci beaucoup. Florentine, you started us off. Just any kind of thoughts? Vous avez démarré. Quelles sont les autres idées que vous entendez de la part des collègues qui la possibilité de faire d'autres commentaires que vous voudriez ajouter? Merci. Une chose que quand j'entends parler de toutes les journées que j'ai été ici, je suis arrivé le dimanche, comme d'autres d'entre vous, et je sais que nous sommes tous un peu fatigués, mais quand j'entends parler de toutes les pratiques innovatoires que tout le monde est en train de faire, le travail que tout le monde fait, ça me remplit d'espoir. Je sais que nous parlons des défis, et ça c'est un peu décourageant, mais nous travaillons sur nos propres moyens et pertinents au niveau local pour que nos communautés soient accueillantes. Et je suis très reconnaissant à mes collègues d'ici à la table. Merci. Et pour la question finale, des plans stratégiques sont ceux qui sont à la base des activités PLI et PZI. Et alors, comment est-ce que vous parlez de vos plans stratégiques individuels et comment est-ce que ça s'aligne avec des plans plus larges et quelles sont les méthodes pour mesurer le progrès et démontrer l'impact et l'efficacité de votre plan stratégique et pour guider les actions et les initiatives de vos PLI, PZI et RIF. Et c'est qu'on y aussi comment est-ce que vous pouvez améliorer les plans stratégiques pour qu'ils soient plus robustes et plus stratégiques au niveau de la fonction d'informer. Les activités des LIPS, ZIPS et RIFs. Pourriez-vous parler davantage de vos plans stratégiques individuels? Comment ces plans-là contribuent ou sont alignés avec les plans communautaires plus larges? Quelles sont les méthodes, des indicateurs de succès ainsi que des approches utilisées pour démontrer l'impact et l'efficacité de vos plans stratégiques pour guider vos actions et initiatives? Comment les LIPS, ZIPS et RIF peuvent renforcer, et les communautés accueillantes francophones, renforcer le plan stratégique et les rendre plus robustes en termes de reddition de comptes tout en reconnaissant les variations locales? So we'll start this one with... Nous allons commencer avec Michel. Bon après-midi tout le monde. Je vais faire de mon mieux. Je suis habitué à parler debout.
Et soyez patient pendant que je partage des stratégies avec vous. 90 organisations dans notre région de Windsor-Essex sont des individus qui sont inclus là-dedans qui peuvent être des nouveaux arrivants de notre communauté, mais aussi des contributeurs de long date de notre communauté. Nous appelons notre plan stratégique, notre plan d'action, depuis que j'ai commencé avec le PLI il y a plus de 14 ans, et c'est un reflet des priorités communautaires, des activités pour appuyer la direction, pas seulement de notre communauté, mais aussi la politique fédérale, et comment ça change et qu'est-ce que le gouvernement fédéral donnera comme priorité. Nous voulons guider par l'exemple et traiter les autres comme vous aimeriez et vous méritez que d'autres vous traitent. Nous participons en écho de certains commentaires d'avant, nous participons à d'autres tables. Ça, c'est clé pour comprendre les priorités d'une communauté plus large et des formes des relations qui peuvent appuyer le plan d'action de notre PLI. Un exemple, c'est que notre région a la chance d'avoir 2 projets FCI, qui est un bon exemple de la compréhension des priorités locales sur SDI, dirigé, s'appelle le Revalue Partnership. Ce travail a donné l'opportunité d'évaluer les capacités et les contributions de nos nouveaux arrivants qui arrivent de notre région peuvent contribuer au tissu social. Aussi, dans nos PLI, il y a des données qui sont très nécessaires pour démontrer les références entre les fournisseurs de services dans la communauté. Ces données sont partagées avec les membres du conseil du PLI au niveau des événements de données. Matthew Dunlop, il va vous donner bonjour si quelqu'un veut apprendre plus sur le Revalue Partnership pour le partenariat de révalorisation. C'est pas impossible de faire ce travail. L'ancien modèle, c'était le nombre de réunions et de gens qui participaient aux réunions. Ça, ce n'est plus le cas. Maintenant, nous regardons les priorités que le travail appuie, les actions qui sont reliées à cette priorité et surtout l'impact que les résultats sont présentés de façon d'une narration et les réussites sont présentées chaque semaine et aussi avec les réseaux sociaux pour raconter des histoires et conscientiser. Mais la meilleure reconnaissance, le meilleur résultat de ce travail, c'est au niveau de la reconnaissance des partenaires. Quand quelqu'un de l'extérieur du secteur de l'établissement parle de l'impact du travail que vous avez fait, car activement comme un PLI en travaillant avec un RIF, c'est ça de là qui viendrait la valeur et c'est pourquoi que je suis resté aussi longtemps dans ce secteur. Augmenter nos plans stratégiques, j'ai mentionné appuyer les priorités fédéraux. Il y a des forts exemples de ça, mais depuis 12 ans, notre PLI a travaillé en collaboration avec notre RIF. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais beaucoup de gens ici m'ont déjà entendu parler de ça. Mais je dirais que cette relation a évolué à travers la confiance et le respect mutuel les uns des autres et les contributions de chaque groupe. 4 partenaires à l'effort collectif. Ce n'est pas l'idée de le logo de qui apparaît sur le document, c'est vraiment le résultat et l'impact du travail de façon collective pour appuyer la transition des nouveaux arrivés dans vos communautés. Nos PLI a créé un poste sur notre comité exécutif pour l'action avec le risque. C'est un siège engagé et la plupart de nos documents sont créés en anglais et en français. Vous votez, moi je suis anglophone et pourquoi est-ce que j'appuie et la différenciation linguistique pour notre partenaire parce que c'est ça qui a le sens. Nous sommes un pays bilingue et il faut continuer à renforcer cette valeur. Récemment, nous avons développé une carte en ligne en espagnol, français et anglais pour appuyer les nouveaux arrivés. Ils n'auraient pas pu le faire sans nos partenaires. On a été des co-hôtes de la Journée internationale des réfugiés avec le comité local de notre RIF. Et il y a 2 semaines, je n'ai pas pu être dans la réunion de planification de cette session
parce que nous avions notre forum annuel en reconnaissance de la Semaine nationale de l'immigration francophone. On a travaillé avec notre RIF et toutes les présentations ont été faites en français en premier lieu et en anglais en deuxième. Et nous sommes une PLI, rappelez-vous. Je suis très fier de ça. Et nous n'aurions pas pu le faire sans nos partenaires. Nous avons donné l'interprétation pour que tout le monde dans la salle puisse comprendre ce qui se donnait, que ce soit en français ou en anglais. C'est une méthode vraiment de vraie collaboration, pas juste un partenariat en nom, et c'est basé sur les interactions les uns avec les autres. C'est quelque chose que vous pouvez tous faire pour travailler avec vos RIF, avec vos PZD et travailler entre les PLI. Dans l'Ontario, nous avons un réseau de PLI et nous espérons que ça va continuer comme ça. Je vais partager un peu la planification stratégique pour notre partenaire. Si Hélène était ici, elle pourrait en parler pendant 1 heure. Mais le curling a commencé et elle a perdu sa voix. Elle est en train de boire du thé. Beaucoup d'entre vous connaissez le partenariat, notre partenariat conseil 2017. Notre premier plan stratégique a été en 2018. Donc, on vient de finir ce cycle de 5 ans et on travaille sur un nouveau plan stratégique pendant toute cette année. Une des plus grandes leçons que nous avons apprises au niveau des processus et mécanismes pour la planification stratégique, c'est qu'en regardant en arrière et en faisant réflexion sur ce que nous avons fait en 2018, c'était basé vraiment sur une session d'une journée facilitée où certains des parties prenantes et membres de la communauté étaient présents, mais c'est devenu vraiment les voix les plus fortes dans la salle ont une influence très forte sur le plan stratégique qui était ou pas une réflexion des nouveaux arrivants dans la communauté et leurs besoins. Ça, c'était quelque chose que nous voulions ajuster au niveau du processus cette fois-ci, et ça a été un processus beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé. Et c'était aussi la question d'avoir 5 ans de travail sur lequel bâtir. Et alors, on a ramené toute la recherche et tous les rapports et tous les forums et tous les procès-verbaux de réunion et des groupes de travail depuis 5 ans comme une contribution importante sur sur lequel le travail a été fait, ce qui a été réussi et quels sont les besoins qui ont émergé. Et il y avait beaucoup de ça qui se trouvait dans cette information et beaucoup de ces activités ont ramené beaucoup de parties prenantes et beaucoup de nouveaux arrivants dans la communauté. Donc, tout ça a été incorporé et nous avons passé plusieurs mois avec une série de rencontres avec les comités qui, dans le flux de travail normal du PLI, sur la planification stratégique, à part des réunions spéciales et des comités et de l'engagement de la part des nouveaux arrivants et des parties prenantes. Nous voulions avoir de la contribution qui soit équitable et large et pas simplement de l'inflation de ceux qui parlent et qui parlent bien et qui vont défendre bien des points de vue dans des sessions facilitées, mais que vraiment que tous les besoins et toutes les voix possibles soient incorporés. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Hélène et son travail et son équipe a travaillé très fort. C'était un processus beaucoup plus long et détaillé dont la fin approche, mais nous sommes beaucoup plus heureux, beaucoup plus contents avec le processus que celui qui a eu lieu en 2018. Une autre parenthèse, au niveau de la planification stratégique, je pense que c'est très important pour l'application en dehors du PLI. Au niveau des services d'établissement, c'est important d'identifier des domaines de services qui doivent être développés pour répondre aux besoins identifiés. C'est aussi une grande base de demandes de subventions et autres types d'activités de financiation. Et nous utilisons le plan stratégique PLI aussi tout le temps pour les services directs. Une chose dans le partenariat de la grande ville de Victoria, c'était que quand notre plan stratégique a commencé de 2020 à 2025, nous travaillons aussi avec ce plan-là. La ville de Victoria nous a contactés pour que nous soyons sur le comité de travail sur l'accueil. Et la ville, ce n'est pas ceux qui détiennent nos contrats,
c'est le cas pour certains. Donc, ça c'était vraiment une grande chance parce qu'on avait travaillé avec notre plan stratégique. Nous pouvons partager cette stratégie avec la ville. Donc, la municipalité de Victoria, dans les dernières années, a créé une stratégie de toute la ville avec 22 recommandations toutes adoptées, un plan d'action très clair et une carte de route qui est vraiment que nous avons à laquelle nous avons contribué, dans laquelle nous avons participé. Et un défi pour notre région en particulier, c'est que nous avons 13 municipalités et la question c'est toujours, nous avons fait le travail avec la ville de Victoria. Est-ce qu'on peut aller ça au-delà des municipalités comme telles? Je voudrais parler aussi un peu sur la mesure de l'impact au niveau des apprentissages pour notre prochain plan stratégique, que nous commençons le processus de planification de la prochaine année, pour avoir un nouveau plan pour 2025, pour vraiment incorporer la mesure de l'impact depuis le début, de façon que nous ne l'avons pas fait dans le plan antérieur. C'est difficile des fois parce que beaucoup du travail que nous faisons est très lent. Et c'est une question d'être présent. Et des fois, c'est du travail très lent. Et aussi, c'est difficile de mesurer la création des relations et de confiance. Et des fois, il faut penser à ce que nous mesurons vraiment. Si nous espérons voir que les choses vont s'améliorer, que l'aiguille va bouger, qu'il va s'améliorer et améliorer, ce n'est pas toujours la façon que l'impact se présente. Des fois, c'est que des choses peuvent apparaître un peu pires. Par exemple, quand on fait notre étude sur le racisme, nous avons entendu de la part de personnes qui vivaient le racisme dans leur lieu de travail, mais ils n'en parlaient pas parce qu'ils n'avaient pas confiance que les employeurs allaient en faire quelque chose, que ça servait à quelque chose d'en parler. Ils avaient peur de mettre à risque la sécurité d'emploi. Donc, il dit, on baisse la tête puis on continue à travailler parce qu'on a besoin de garder notre emploi. Avec plus de communautés accueillantes pendant que nous travaillons avec les employeurs, on espère que ce genre de discussions vont avoir lieu et les gens qui vivent avec de la racisme dans votre travail vont avoir plus confiance dans leurs employés de faire des choses. Ça ne veut pas dire que si on commence à mesurer l'impact, on commencera à avoir plus d'histoires sur le racisme. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus de racisme, mais que les gens en parlent. Donc, il faut penser à ça quand nous pensons à qu'est-ce que nous mesurons. Nous ne mesurons pas nécessairement une amélioration évidente. On va y arriver, mais ça peut avoir d'être plus difficile. Mais si on ne parle pas de racisme dans la communauté, puis tout d'un coup on en parle, c'est quelque chose qui est très positif. Ça, c'est un bon impact du travail. Je vais laisser cette idée avec vous pour que vous y pensiez. Au niveau des RIF, on a vraiment fait des avancées en ce qui concerne les planifications stratégiques. Les RIF se sont dotés d'un nouveau modèle logique en 2022 qui balise un peu le processus de planification. Ce nouveau modèle logique vient en remplacement au modèle logique de 2013. Il est élaboré pour 5 ans. Et il est fait de 8 activités, de 21 estrants, de 8 résultats intermédiaires, 6 résultats, 8 résultats immédiats, 6 résultats intermédiaires et 3 résultats ultimes. Et ce document est assorti d'un cadre de mesure de rendement qui permet au RIF d'avoir, disons, à l'esprit par rapport à chaque élément de ce modèle logique des indicateurs de performance qui leur permettent de voir un peu comment est-ce que les changements attendus dans la mise en œuvre du modèle logique s'opèrent sur le terrain. Donc, partant de ce document, de ce modèle logique, les RIF font une planification stratégique qui a pour base, qui a pour socle ce modèle logique-là. Et c'est sur la base de leur planification stratégique que les plans d'action sont élaborés et exécutés. Et après chaque année, ils font un rapport sur les activités de rendement qu'ils transmettent à IRCC. Et on est content de constater que par rapport à ce nouveau modèle logique-là, ça fait partie un peu des documents qui est recommandé dans l'ADP 2024 et par rapport au RIF.
Il y a l'arrimage aussi des planifications, disons, comme un défi. Et il y a une politique nationale en immigration francophone qui est en gestation, disons, en ce qui concerne et la loi C13. Les RIF ont beaucoup avancé par rapport à ça et ils évoluent en ce qui concerne leur planification par rapport à ces différents documents-là. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire en ce qui concerne les planifications au niveau des RIF. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Michelle, you started us off in terms of the response to that question. Just wondering. Tu as commencé avec les réponses sur cette question. Est-ce que tu as des réflexions après d'entendre ce que les collègues ont dit? Half of what you just asked me because I had these on and I'm sorry it was muffled. No problem. So you heard kind of. Pas de problème. Donc, vous avez entendu ce que les autres collègues avaient à dire en termes de leur réponse à la question. Vous avez commencé, vous avez démarré de très bien. Est-ce que vous avez des réflexions après d'avoir entendu ce qu'ils avaient à dire? Puisque j'ai fait partie du modèle d'immigration locale du tout début, je trouve que c'est touchant d'entendre mes collègues assis à côté de moi, qu'ils représentent des RIF, des PLI ou autres partenaires communautaires sur le plan national ou sur le plan local. Nous sommes unis ensemble dans ce processus. Au début, des PLI et des RIF, les RIF étaient d'un côté et les PLI étaient de l'autre côté de la salle. Pour cause. Pour ceux et celles qui sont ici depuis longtemps, vous vous souvenez de cette époque. Mais ce programme reflète beaucoup les changements. Je suis très contente de voir ce qui pourrait sortir du prochain CFP, du prochain cadre. Nous ne sommes pas supposés en parler, mais c'est le sujet de l'heure. Nous sommes dans une bonne posture pour passer à l'action. Et je suis fier d'en faire partie. Merci beaucoup, Michel. J'aimerais remercier l'ensemble des panélistes. Merci pour vos idées, vos contributions. Vous avez entendu plusieurs réflexions de vos collègues. Michel, je souviens quand vous avez mentionné que nous ne sommes pas supposés parler du cadre, mais bon, nous pouvons en parler, mais nous ne pouvons pas répondre aux questions. Passons maintenant aux discussions en petits groupes. Durant ces discussions, nous allons parler des approches, nous allons échanger des bonnes pratiques afin d'avoir des plans à long terme pour réussir à créer des communautés accueillantes. Si vous avez eu l'opportunité de lire l'appel de proposition, vous allez peut-être voir la refonte de marque vers des plans communautaires. C'est peut-être un petit changement terminologique, mais à IRCC, ce que nous avons entendu de votre part, que ce soit dans des forums comme celui-ci, ou que ce soit de façon individuelle, et que ce soit par les directions régionales et les agents de programme, le passage au plan communautaire offre un cadre plus participatif qui habilite les différents membres de la communauté, les différentes organisations ainsi que des partenaires à contribuer de façon significative et renforce une responsabilité collective afin de pouvoir atteindre ces objectifs partagés. Pour IRCC, ce changement reflète un effort délibéré pour mettre l'accent sur la collaboration dans ces plans. Votre dévouement dans l'application de vos plans est très important. Ces plans communautaires ne sont pas seulement des documents théoriques, mais ils sont vivants pour répondre aux aspirations des nouveaux arrivants et d'autres intervenants. Et nous voulons reconnaître l'aspect collaboratif de cette planification. Nous
espérons que ce que vous avez entendu lors de cette table ronde va alimenter vos réflexions et vos discussions en petits groupes. Voici quelques instructions pour les discussions en petits groupes. Tout d'abord, je voulais présenter Aurélie Lacassin. La voilà. Aurélie sera l'une des animatrices. Elle fera le tour des tables. Elle va écouter vos discussions. Elle demandera si vous êtes intéressé à faire un rapport pour votre table. Nous allons sélectionner peut-être 3 tables. Ce sera un rapport d'environ 2 minutes. Et nous avons nos participants virtuels qui pourront aussi intervenir. Nous allons entendre Carl Delandes, qui est l'animateur, accompagné de Elina Sutter, qui est également animatrice pour les participants à distance. Carl pourra aussi nous présenter certaines réflexions des participants virtuels. Pour les personnes dans la salle, vous allez répondre à 2 questions. Pour les participants virtuels, Alina et Carl travailleront avec vous pour trouver 2 à 4 questions que nous avons suggérées. Nous avons environ 35 minutes pour nos discussions en groupe. Aurélie fera le tour de la salle avec Amy et Marco, que j'ai présenté plus tôt. À vos tables, essayez de désigner un ou une preneuse de notes afin de pouvoir noter les thèmes principaux de la discussion. Nous allons recueillir vos notes par la suite. Ainsi, nous allons pouvoir faire un compte-rendu pour tout le monde, ce qui vous permettra de connaître les discussions à d'autres tables. Lorsque nous nous réunirons dans 35 minutes, vers 16h40, heure de l'Est, nous allons avoir 3 tables qui vont présenter un résumé de leur discussion. Nous aurons la conclusion par la suite. Merci beaucoup pour votre participation à ces discussions. J'ai bien hâte d'entendre le fruit de vos conversations dans environ 35 minutes. Si vous en avez l'audace, vous pouvez peut-être aussi changer de table. Autrement, vous pouvez rester à votre table. Commençons maintenant. Merci beaucoup. Peut-être avec Douglas, are you okay to start? You will... Donc, groupe A. Donc, les 2 premières questions. Est-ce que la personne qui devait donner un rapport sur la session en ligne, allez-y. Merci à mon groupe pour cette conversation tellement intéressante. C'est évidemment une question très dense et très compliquée. On parlait des plans stratégiques et certaines des choses, donc les meilleures pratiques et ce qui nous permet de nous adapter, entre autres choses, à l'augmentation des niveaux d'immigration et les changements avec le temps. La première chose dont nous avons parlé, c'est la flexibilité, l'importance des plans stratégiques qui peuvent s'adapter aux enjeux émergents et des urgences. Vous avez besoin d'avoir des principes de base et des valeurs et des thèmes qui peuvent permettre une adaptation selon les conditions. Nous avons parlé aussi de l'importance de répondre aux besoins canadiens. C'est une chose de ce que nous faisons en créant des partenariats et en répondant à ce que nous entendons de la part de nos partenaires. On a parlé de l'importance de l'éducation, d'utiliser de la recherche basée sur la communauté, des connaissances sur les défis de la communauté pour pouvoir éduquer nos partenaires et les incorporer et de créer les capacités et les connaissances des partenaires nouveaux arrivés et pour qu'ils puissent jouer un rôle de leader dans le travail. Nous devons créer des partenariats, mais nous ne pouvons pas donner par acquis que tous les partenaires avec lesquels nous voudrions travailler sont prêts à travailler avec nous. Il faut que nous les appuyions et renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent remplir le rôle de partenariat
Il va y avoir vraiment des objectifs en commun entre les partenaires. Travailler avec les communautés ethnoculturelles et les encourager à jouer un rôle plus actif. Et nous, comme les PLI, nous devons jouer un rôle à éduquer les agents de la IRCC sur notre travail et le besoin des ressources pour, à l'appui de nos programmes. On a parlé de l'engagement. Nous en parlons de la préparation. On a écouté ce qui se fait sur le terrain et dans la communauté et reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de travail qui vient avec ça. Si nous avons des partenaires communautaires qui nous approchent constamment avec leurs besoins, ça peut saper notre capacité. Il faut avoir un équilibre, d'être prêt à écouter, de s'engager avec la communauté, mais en reconnaître nos propres limitations, nos propres capacités. On a parlé aussi des partenariats et comment est-ce qu'on peut utiliser avec les RIP. Et c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui et il faut continuer cette conversation, appuyer les partenaires qui ne reçoivent pas de financement, que ce soit des communautés spirituelles ou d'autres partenaires qui ne reçoivent pas d'appui financier de l'IRCC ou d'autres agences. Il faut que nous puissions payer des honoraires. Nous devons appuyer la participation et l'éligibilité pour ces honoraires doivent passer au-delà des groupes de discussion. Il faut autonomiser et éduquer les partenaires pour qu'ils comprennent leur rôle de moteur pour le travail. On rentre dans des discussions et les partenaires se voient, et surtout les PRI se voient comme des consultants qui vont plutôt que des collaborateurs dans le travail comme tel. Oui, c'est tout. Je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Douglas. Merci. Beaucoup d'idées. Vous travaillez sur les questions 3 et 4. Une question sur le plan stratégique. Et puis, on disait que les plans stratégiques devraient commencer à partir d'une vision puis qui ne sont pas harmonisés présentement. Et on constatait que tout le monde, en francophonie, bien sûr, devrait partir de la politique nationale en immigration francophone que l'IRCC est en train de travailler. Et à partir de là, on devrait déployer cette stratégie au niveau des juridictions qui descendent, donc pour aller du national vers le local. Et puis que chacun pourrait harmoniser les plans stratégiques basés sur sa réalité sur le terrain, sur l'écosystème communautaire qui existe pour faire leur version du plan stratégique, mais au moins ce serait tout aligné en termes d'objectifs, de vision et de termes. Comme ça, on peut voir où dans le grand plan se retrouvent les actions spécifiques locales à une communauté. Il ne faudrait pas oublier que chaque province a aussi sa réalité et puis c'est une bonne idée de se pencher sur cette politique nationale en immigration francophone pour aider à harmoniser. Puis ça permettrait aussi de mettre un peu en contre-jour les endroits au Canada où il y a moins d'action, moins de considération pour l'immigration francophone. Il y a un défi aussi de l'application au niveau provincial et municipal parce que il y a vraiment des cadres différents. En Ontario, il y a une loi sur les services en français. Ce n'est pas le cas dans toutes les provinces. Avec les RIF aussi, il y a un problème qui peut se régler. Chacun, on donne l'exemple de la planification stratégique au niveau des RIF. Chacun prend les activités, les caractéristiques qui sont pertinentes à sa réalité et on laisse les autres éléments de côté, mais ça permet quand même de rapporter sur des points semblables. Et donc, on peut comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, et ça facilite une harmonisation des efforts au niveau national. C'est ça pour la question 1. Est-ce que je continue sur la question 2? Juste une? Petite minute? Non, mais okay. Juste une petite minute, une idée. D'accord. Une idée sur la question 2. Nous autres, on parlait de la collaboration entre la francophonie et les Autochtones. C'est qu'il y a beaucoup d'enjeux quand on approche ça. Ce n'est pas des portraits qui sont semblables partout. Et puis, je pense qu'il faut avoir une approche très authentique.
et de voir c'est qui les communautés avec qui on fait affaire et puis s'il y a un désir mutuel de collaborer parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à collaborer avec nous. Et on constate en francophonie que beaucoup des relations avec les peuples, les Premières Nations qui sont proches, ce sont des relations avec des personnes avec qui on interagit en anglais. Et donc, ça pose déjà un premier niveau de défi. Puis, bien sûr, il y a tout le poids de l'histoire derrière ça. Donc, ça prend une approche délicate. Merci beaucoup, Inouk. Chloé? D'accord, Aurélie, here I go. All right, so how are... Comment est-ce que les communautés se préparent pour l'arrivage en masse et les crises possibles dans le futur? On pense qu'il y a toute une gamme pas de préparation du tout et la planification basée sur le financement futur pour certaines des idées ou pratiques promoteurs. Et nous avons parlé de comment il pourrait y avoir des groupes de travail PLI provincial ou local pendant des crises humanitaires avec des arrivages massifs. Et on a discuté aussi de peut-être ces groupes de travail qui ont créé localement et provincialement avant l'arrivée des nouveaux. Alors, il y en a des gens qui font déjà ce travail avec la création d'un plan de réponse et on pourrait utiliser ça comme outil. L'idée d'être proactive et de planifier avant plutôt que de réactionner après. On a parlé de façon que des fois, ça arrive qu'on peut planifier autant qu'on veut, mais ça dépend des politiques qui changent. Par exemple, les visas qui étaient différents des arrivages en masse. Et il y a aussi des plans spécifiques pour les régions qui ont déjà des grands volumes de migration. Et là où il y a des hivers qui sont moins graves et les nouveaux arrivés ont tendance à là et quels sont les plans de durabilité là-dessus et pourquoi inviter les gens s'ils n'ont pas d'endroit pour les jours. Donc, il pourrait y avoir des endroits où le logement est très limité. C'est un peu partout, ça. Et après, on a commencé à discuter c'est quoi qui rentre dans le secteur de l'établissement. Le logement ne rentre pas là-dedans, mais peut-être les PLI peuvent regarder un peu plus avec les données et le plaidoyer pour mettre de l'emphase là-dessus. Donc, peut-être au niveau même du logement, il faut combattre la mésinformation et autre chose pour regarder bien qui est à la table et qui n'est pas là dans le PLI et pour être mieux préparé s'il y a une crise. Nous avons eu une discussion un peu épicée sur les personnes qui n'avaient pas de valeur à la table PLI, qui étaient là tout simplement pour de façon formelle et dans leur de les informations sur la PRC, mais qui n'a pas d'éléments de préparation dans l'urgence. Donc, on parlait aussi des termes, des cadres de référence qui existent et l'idée de se concentrer beaucoup sur la représentation des organisations et pas des individus pour que les gens soient là, peu importe le roulement. Et on a mentionné d'avoir des partenaires RIF ou francophones sur les groupes aviseurs. Il y a beaucoup de collaboration qui se fait. Exemple, certaines municipalités travaillent avec les RIF spécifiquement sur la préparation aux urgences. Il y a des différents niveaux, des personnes qui travaillent par séparé sur la même chose. Et l'autre question, c'est comment utiliser le kit d'outils des comités d'accueil. Tout le monde devrait l'utiliser, mais P2B devrait avoir une base de données sur le site, sur les indices, pour que les communautés puissent comparer. La boîte à outils pourrait aussi bénéficier d'avoir un outil d'auto-évaluation et des façons d'améliorer ces critères. Ce serait bien de faire l'inventaire de ce qui se fait déjà, surtout pour ceux qui viennent de commencer avec les PLI, les RIF qui souhaitent le faire. Nous pourrions intégrer les critères dans les plans stratégiques des RIF, des PLI et des PZI et intégrer les indicateurs de rendement. Merci beaucoup. Vous avez discuté de toutes ces choses en 35 minutes. C'est impressionnant. Enfin, nous avons Carlos qui nous fera le point sur la séance en ligne. Oui, nous avons eu une bonne participation des collègues participants à distance.
bien qu'il y avait toutes sortes d'intérêts et de préoccupations, nous avons pu dégager quelques thèmes dans la discussion. Tout d'abord, il y avait l'importance de faire un lien entre les processus de planification communautaire, en gros, avec les réalités et les besoins des communautés sur le terrain, notamment l'importance de la perspective des nouveaux arrivants, la perspective de la communauté d'accueil et aussi d'autres besoins comme les communautés de croyance et d'autres besoins particuliers communautaires. Les leaders communautaires sont au courant de l'ampleur de ces défis, mais parfois ne savent pas par où commencer pour aborder ces enjeux. Maintenant, pour le rayonnement et la rétention, le rayonnement, c'est-à-dire de se rendre jusque dans les communautés rurales isolées et de retenir des personnes dans ces communautés et ailleurs. Il y avait une lueur d'espoir. Si les personnes avaient des bonnes expériences, elles restaient dans les communautés rurales et devenaient des membres très actifs de ces communautés. En plus de la première question, les participants en ligne ont aussi abordé la troisième question sur la planification stratégique. Dans ce cas, le défi était d'être assez précis dans la planification stratégique. Parfois, il y a tellement de besoins, c'était difficile de se limiter à 3 ou 4 besoins. Les participants ont souligné ce défi. D'un autre côté, il y avait un optimisme et un certain avancement. Donc, des outils qui nous aideront à développer des compétences culturelles, à développer aussi des plans en matière de développement durable. Il y a eu des initiatives au niveau de la communauté qui étaient fort propices à ça. Des besoins en particulier dans le processus de planification stratégique comprennent certainement la diversité et l'inclusion, sur le plan économique aussi, et l'emploi, et le partenariat avec les organismes francophones. Donc, les anglophones qui participaient soulignaient à quel point c'était important pour eux d'avoir, par exemple, des gens qui participaient dans leur processus de planification stratégique qui venaient des organismes francophones. Donc, avec ça, on that note, I think... Je crois que nous avons eu une discussion fort intéressante. L'enjeu de capacité est ressorti durant toute la conversation. La capacité et l'importance de faire des liens avec les besoins particuliers, les réalités vécues par les nouveaux arrivants, ainsi que les communautés d'accueil. Merci beaucoup à vous quatre.